Donc, chers collègues, bonjour et merci de votre participation et de votre fidélité pour les rendez-vous de Bruno Hembeck. Et donc, merci aussi à Bruno de partager avec nous l'émerveillement que vous avez certainement eu en écrivant votre livre Éduquer à l'émerveillement. Et je voudrais le présenter aux collègues. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de me le procurer. Il est vraiment très, très bien. Donc, on a des petits poèmes que je trouve vraiment très, très intéressants. C'est vraiment, ça fait sortir de l'ordinaire. Il y a aussi, vous verrez, il y a des petits inventaires et je trouve que ça, c'est encore mieux. Donc, on a vraiment envie de lire et puis après, en fait, c'est un peu éducatif et de, de donner nos impressions. Et à la fin, ce que j'ai aimé aussi, c'est les stratégies. Plusieurs stratégies qui sont données par Bruno, justement pour faire ressortir l'émerveillement qui est en nous. Euh, pour ma part, quand on s'émerveille, nous, en tant qu'adultes, on a l'impression, enfin, pour moi personnellement, de retrouver le regard de notre enfance. Une simple découverte était merveilleuse, et, ou bien encore lorsqu'on observait la nature se réveiller au printemps, ou encore les premiers flocons de neige qui tombaient en hiver. Moi, je me souviens, j'étais, oh, il neige, et c'est tellement beau. Et dans votre livre, vous dites, les enfants viennent au monde émerveillés, très vite ils jouent à imaginer, et c'est comme cela qu'ils mettent le monde à leur portée. Et là, je trouve que ça m'a beaucoup marqué, je trouve que c'est vraiment fascinant comme expression. Et nous, en tant que grands enfants que nous sommes, je pense que nous avons un peu perdu cette richesse de notre enfance, mais on la retrouve dès qu'on s'émerveille devant des parfums ou alors des images qui nous rappellent justement cette période. Et c'est un peu dommage d'avoir perdu ce monde si pur. Nous devrions aussi réapprendre à nous émerveiller dans notre vie quotidienne afin de regarder de haut et de se détacher de certaines contraintes professionnelles et privées. Et une anecdote avec mes collègues qui ont participé à l'action hier. Donc hier, on était devant deux cafétérias et nous avons distribué des petits snacks parmesan. Donc c'est des petits snacks vraiment comme des bonbons. En fait, quand on les voyait, on pensait que c'était des bonbons. Et donc, on a distribué ces snacks pour remercier les collègues de leur soutien pour notre action solidaire Parmesan. Donc, c'est une action qu'on a lancée depuis plusieurs années et qui a pour but de récolter des dons pour aider des actions. Et les dons sont choisis par nos collègues. Donc on a toujours été émerveillés par l'élan de générosité. À chaque fois qu'on lance l'action, les collègues répondent, mais en une journée, on a peut-être 1000 commandes, 1000 kilos de commandés. Et donc, on est toujours émerveillés par cela et on attend, on se dit, ouais, est-ce qu'ils vont réagir ou pas? Et ils réagissent tout le temps. Et vraiment, merci, merci, merci pour votre générosité. Donc, on a plus de 10 000 participants depuis le début de l'action. Et donc la première action, c'était en faveur des bergers d'Amatrice en Italie. Donc il y a eu un tremblement de terre. Ils avaient du mal à écouler leur fromage et aussi à acheter du fourrage à leur bétail. Et donc, ils se retrouvaient dans une difficulté c'était assez difficile pour eux parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient continuer ou pas leur activité. Donc, on est venu en aide. On a lancé cette action, cette demande au niveau des collègues. Ils ont tout de suite répondu. On a pu récolter des dons et ça a permis à ces bergers de continuer leur activité et nous, on a été émerveillés de voir qu'ils étaient vraiment heureux. La deuxième action, pareil, on a été touchés par les dons récoltés pour aider les réfugiés et les victimes de la guerre en Ukraine et on a pu ainsi aider une fondation ukrainienne pour mettre en place une cellule psychologique pour les adolescents victimes de la guerre. On a également aidé, et ça nous a également touchés, à aider des habitants dans un village au Maroc touchés par les tremblements de terre. Donc, ils ne pouvaient plus s'éclairer. Et donc, les dons des collègues ont pu justement permettre à ces habitants de s'éclairer et de se chauffer en plein hiver.
Et la dernière action qu'on a mis en place, c'est, et ça a été vraiment une demande, à plusieurs collègues nous l'ont demandé, c'était une action pour aider les malades du cancer et aider la recherche du cancer. Et donc, c'est l'action qui est toujours en cours. Et hier, quand on a distribué ces snacks de parmesan, en fait, nous, c'était pour remercier les collègues et eux, ils étaient émerveillés, ils étaient vraiment surpris, mais on voyait que c'était comme des enfants qui recevaient un cadeau, ils étaient émerveillés et nous, de notre côté, on était émerveillés parce qu'ils étaient émerveillés et en fait, c'était un bel échange parce qu'on avait peur, on se dit: «Bon, comment est-ce qu'ils vont réagir?» Mais en fait, il y avait un feeling qui était passé et c'était vraiment: «Oui, merci, oui, on a reçu, oui, on connaît votre action». Et pour nous, c'était une très grande satisfaction. Donc ça, c'est un peu notre expérience de l'émerveillement au niveau de la commission. Donc c'était aussi pour vous le partager avec vous et nous dire ce que vous en pensez. Et voilà. Et je voulais aussi remercier ma collègue Awa qui est là aujourd'hui et qui va m'aider aussi à gérer la conférence et que tout fonctionne très bien. Et maintenant, je vais vous laisser la parole et voilà. Et j'invite tous les collègues qui sont présents à vous procurer le livre parce qu'il est vraiment très, très bien. Merci beaucoup. Et à vous la parole, Bruno. Merci. Merci beaucoup et merci pour cette très très belle introduction qui nous permet déjà d'entendre le mot émerveillé. On a été émerveillé. L'émerveillement, c'est contagieux. On est émerveillé par l'émerveillement qu'on produit chez l'autre et en retour, il nous amène aussi sa part d'émerveillement. On va essayer de voir pourquoi ce mot émerveillé est utilisé dans ces cas-là. Parce que finalement, on est touché. C'est un mot qui a été aussi utilisé. On a été touché. Il faut être touché. Les personnes sensibles s'émerveillent beaucoup plus que les autres, ceux qu'on appelle à tort les hypersensibles, qui sont en réalité des personnes qui font preuve d'une sensibilité intelligente. Oubliez toujours ce terme hypersensible qui laisserait imaginer que c'est une maladie ou un défaut de cuirasse. En réalité, l'hypersensibilité, c'est une forme de sensibilité intelligente qui va donner accès à cet émerveillement parce qu'on va se laisser toucher, au sens non pas physique du terme, mais au sens affectif. Là, j'aime beaucoup l'idée qu'on peut être émerveillé par un geste. On n'est pas nécessairement émerveillé par le spectacle de nature, on va en parler évidemment, y compris par les productions de l'imaginaire humain, qui sont deux sources de l'émerveillement. On peut être émerveillé par un sourire qu'on rencontre tous les matins. La journée commence bien parce que la personne qu'on aime et qui nous aime nous sourit. On est dans un registre, effectivement, on parlera d'un merveilleux sourire. L'activité que vous avez réalisée autour du parmesan, par exemple, eh bien, ça devient un réceptacle d'émerveillement, parce que tout le monde est touché par le geste, à la fois de ceux qui achètent par solidarité, les personnes qui sont aidées, ben, on a aussi cette impression que ça nous touche, de savoir que ce qu'on fait, que ce qu'on donne, les gens ont besoin, lorsqu'ils donnent, de voir ce qu'on fait avec ce qu'ils donnent, pour justement se donner l'impression qu'ils sont capables de créer de l'émerveillement. Et j'ai bien aimé ce petit retour vers l'idée, mais il y aurait quelque chose d'enfantin là derrière. Et effectivement, les enfants naissent avec une capacité de s'émerveiller qui est complète. Un enfant, vous allez l'émerveiller avec une petite lumière, avec une petite flamme. Il va s'émerveiller parce qu'il a ce qu'on appelle le plaisir étonné d'être au monde. Un enfant ne se pose pas la question de savoir si la vie a un sens. Il est là et elle a un sens parce qu'il vit. Et il a ce plaisir de vivre spontanément, il le ressent, et tout est une source d'étonnement. C'est pour ça que les enfants s'émerveillent plus facilement que nous, parce qu'on va leur montrer une petite flamme, mais c'est tout nouveau pour eux. Une petite lumière, c'est tout nouveau. Tout va à un moment donné nourrir cet étonnement permanent. Nous, adultes, on risque effectivement parfois, j'ai tout vu, j'ai tout lu, j'ai tout bu, je suis blasé, rien ne m'étonne dans ce monde. Le monde est morose, on a des tas de pièges à l'émerveillement. On va voir effectivement que cet émerveillement, on est avec un capital d'émerveillement. Il va falloir le préserver. Les adolescents luttent beaucoup pour le préserver, mais parfois ils le font et on les disqualifie. Ils vont s'émerveiller, par exemple, à l'intérieur des paysages qu'ils traversent dans leurs jeux vidéo. On a l'impression que c'est un émerveillement bon marché, qu'il ferait mieux de travailler pour l'école. Hop, on est en train de casser leurs sources d'émerveillement qui sont parfois des façons d'essayer de survivre. Et nous, adultes, si on a réussi à préserver notre capacité d'émerveillement, ce qui risque de nous arriver, c'est que les autres vont nous dire, mais comment peux-tu trouver le monde merveilleux alors qu'il y a tout ce qui se passe?
il y a tout ce qu'on voit, il y a les informations qui n'arrêtent pas de nous montrer que le monde va mal, que le monde est triste, que le monde est morose. Et si vous dites, mais non, le monde contient encore plein de merveilles, ce qui manque, c'est un regard émerveillé sur ces merveilles. Vous risquez de passer pour un bisounours, pour un candide, pour quelqu'un qui voit la vie avec des lunettes roses. C'est pas nécessairement quelque chose qui va vous rendre crédible. C'est pour ça que pour pouvoir écrire ce livre, hein, je vais vous faire un aveu, pour pouvoir écrire ce livre sur l'émerveillement, j'ai d'abord écrit un livre sur la violence du monde. Parce que si j'avais d'emblée sorti ce livre, alors si vous vous souvenez de ce livre, hein, dont on a parlé aussi, ce livre, la couverture est noire. Ici, moi, j'ai rien à voir avec le choix des couvertures, hein. Ce sont les éditeurs qui font ça. Ici, la couverture est blanche. Ce sont les deux faces de l'humanité, la face sombre, la face claire. S'émerveiller, c'est pas dire tout est beau, le monde est magnifique, on a de la chance d'exister, donc soyons hyper positifs avec cette forme de positivisme qui crée l'optimisme un peu idiot de ceux qui disent tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein. Le fameux Candide de Voltaire, par exemple, c'est pas la posture de l'émerveillement. L'émerveillement, c'est je sais que des choses vont mal, mais je sais aussi que chez un être humain, tout ce qu'on va nourrir va grossir. C'est vrai pour notre corps, c'est vrai aussi pour, par exemple, notre anxiété. Notre anxiété, elle est nourrie en permanence. Si vous scrollez, si vous allez sur un écran et que euh, vous lancez dans un fil d'actualité, vous allez évidemment, parce que vous avez affaire à des personnes qui savent très bien comment s'attacher votre attention parce qu'ils la vendent. En fait, l'attention humaine est devenue un objet d'attention parce qu'elle se vend. Et donc, pour pouvoir maintenir votre attention, on va aller chercher votre algorithme et tout ce qui non pas vous émerveille, mais tout ce qui vous intéresse, tout ce qui crée. Si vous aimez les petits chats qui dansent, vous aurez plein de petits chats qui dansent. Et vous en aurez tellement que vous allez les chercher à longueur de temps. Et vous allez scroller en passant par des tas d'images beaucoup plus négatives qui vont vous bombarder. Et le principe, c'est que nous, comme nos enfants, nous avons cette tendance à scroller, à le faire de manière automatique, et on emmagasine des tas d'informations. Il faut savoir que dans notre cerveau, on a une partie du cerveau qu'on appelle le gyrus frontal, qui est très très utile. Si je vous dis qu'on va tous mourir, qu'on ne sait pas quand, et que les gens qu'on aime vont mourir aussi. Je vois d'écrire à votre tête que déjà vous vous dites, mon Dieu, mais on n'aurait jamais dû passer l'après-midi avec lui, il est en train de nous plomber l'ambiance. Et puis là, vous riez, vous souriez parce que votre gyrus frontal fonctionne très bien. C'est un bel examen d'ailleurs de votre gyrus. Il fonctionne bien parce que l'information, elle n'est pas rentrée en profondeur. Ça ne vous a pas pourri la vie. C'est-à-dire, vous vous dites effectivement, c'est vrai, je sais qu'on va tous mourir. Je sais qu'aux secondaires vont mourir aussi. Mais je prends l'information, mais je ne la laisse pas pénétrer d'une manière telle que je me rendrai l'idée que le monde est invivable. Et c'est pour ça qu'on a heureusement ce fonctionnement qui nous permet de rester perméable au spectacle du merveilleux, sauf si on se laisse bombarder en permanence par des informations négatives et que le gyrus frontal dit stop. Moi, je veux bien, mais si je suis bombardé comme ça tout le temps, je ne joue plus ma fonction de par-excitation. Ok, on est tous d'accord, le monde est morose, le monde est nul, ceux qui croient au merveilleux sont des bisounours, et on est dans ce registre qui va amplifier la réception de toutes les informations qui vont cautionner finalement cette morosité, et je vais me dire, mais le monde est anxieux, regardez, il y a la guerre à nos portes, regardez ce qui se passe dans les élections américaines, regardez tout ce qui à un moment donné va nourrir notre idée qu'on vit dans un monde dans lequel l'anxiété, elle est devenue une posture indispensable pour, par exemple, manifester mon intelligence. Dire aux personnes qui pensent comme ça, non, vous avez tort. Le monde est merveilleux, l'anxiété est inutile, elle va nous encombrer. Ça, c'est contre-productif. Les gens anxieux ont raison de l'être, parce qu'ils ont de bonnes raisons d'être anxieux, y compris les adolescents, hein. On est dans un registre dans lequel, effectivement, le monde multiplie les éléments anxiogènes. Donc, ne pas dire on évacue l'anxiété, mais dire on va nourrir autre chose aussi, et notamment cette capacité de s'émerveiller, qui va alors équilibrer la posture qu'on a et le regard qu'on a sur le monde, parce qu'on aura effectivement une place pour l'anxiété, qu'on aura nourri normalement en s'intéressant aux choses du monde et en se compris les choses plus négatives, mais on aura aussi préservé cette capacité de s'émerveiller qui va s'éveiller non pas à travers, on va le voir, le spectaculaire qui nous est indiqué comme étant ça, vous devez aller voir, hein, le dernier spectacle de Beyoncé, il faut absolument aller voir, vous allez voir, il y a un light show extraordinaire. Ça, c'est pas le merveilleux, c'est le spectaculaire. On peut
trouver du plaisir à être à l'endroit qu'on considère comme étant de place to be, parce que tout le monde nous dit qu'on doit être là. Mais le merveilleux, c'est des toutes petites choses. C'est se réveiller le matin, voir un paysage. On va voir effectivement, parce que le but c'est que le bouquin il soit pratique et la conférence aussi. Ça veut dire qu'on peut très bien lutter contre le burn-out si on se préoccupe du chemin que l'on emprunte pour aller à son travail. Moi, je fais l'exercice tous les matins, je passe, pour aller prendre mon bus, je passe devant le même paysage. Mais tous les matins, je le vois. Mais je m'oblige à m'arrêter pendant 4 minutes. Et je compte vraiment 4 minutes devant ce paysage. Vous n'imaginez pas ce que ça apporte effectivement à mon équilibre, parce que ce paysage, je peux vous assurer, il est merveilleux. Mais si vous passez à côté de moi, à ce moment-là, vous allez dire, mais pourquoi il regarde ce paysage qui est d'une banalité confondante? Moi, je le trouve merveilleux parce qu'il fait partie de mon environnement et que tous les jours, je le vois changer un peu. Dans l'introduction, j'entendais la neige, j'entendais le ciel, j'entendais le soleil, j'entendais ce qui fait les saisons. Les enfants naissent avec la fascination des saisons, il faut le savoir. Ils ne se rendent pas compte, mais ils ont la même fascination qu'ont probablement eu nos ancêtres quand ils se sont ouverts à l'émerveillement de la nature. Une des premières consciences, c'est la conscience du passage des saisons. C'est pour ça que la dérégulation climatique nous pose parfois autant de problèmes. On a besoin de voir le spectacle des paysages qui changent à petites touches. Mais il faut se donner le temps. Si vous passez en vitesse, parce que votre bus va partir et ne vous attendra pas, et que vous partez à la dernière minute, et que vous êtes dans le fameux dépêche-toi, 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 ce petit moment de contemplation, vous ne l'aurez pas. Et si vous ne vous arrêtez pas, ce paysage, il va faire partie de tout ce qui passe et qui évite, alors à ce moment-là, ne permet plus de nourrir cette capacité d'émerveillement qui existe chez nous. Alors, chez l'être humain, il y a deux sources d'émerveillement naturel. C'est évidemment la nature, parce que, et c'est très intéressant de la cultiver, parce qu'il faut savoir que si vous préservez votre aptitude à l'émerveillement, vous allez dans le même temps augmenter l'estime que vous avez de vous-même et en même temps votre altruisme. Les personnes capables de s'émerveiller ont une estime d'eux-mêmes qui est plus grande. Tout simplement parce que quand vous vous émerveillez pour la nature, vous avez aussi le sentiment que vous faites partie de cette nature. Et donc, mais être vivant, mais c'est génial. Et donc, d'une certaine manière, je fais partie de cette idée que c'est génial parce que je suis vivant aussi. J'ai cette immense chance de pouvoir regarder ce paysage. C'est donc moi qui fais exister ce paysage. Et donc, l'estime de soi, elle est alimentée par le fait qu'on n'a pas à justifier les raisons pour lesquelles on vit. Je vis comme un enfant. Un enfant ne va pas se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'il vit. Il est là, il est content et il comprend mieux que beaucoup d'adultes ce que Camus essayait d'expliquer quand il disait il ne faut pas aimer la vie pour qu'elle ait un sens. Parce qu'elle a un sens, pardon, il faut aimer la vie pour qu'elle ait un sens. Si vous cherchez le sens de la vie pour pouvoir l'aimer, vous risquez de ramer très longtemps parce que, disait Camus, la vie a quelque chose en soi d'absurde. Et donc, il ne faut pas chercher qu'à justifier sa vie ou à l'expliquer. On va le voir d'ailleurs, l'explication à tout, et c'est pour ça aussi que les enfants ont cette capacité, ils ne cherchent pas à s'expliquer les choses. Quand ils s'émerveillent parce qu'ils voient la naissance d'un petit oiseau, ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi il naît dans un œuf, lui, et que... non, ils regardent et ils s'émerveillent de ce qu'ils voient. C'est la démarche scientifique des vrais scientifiques, c'est-à-dire ceux qui vous diront. L'exemple majeur, c'est quelqu'un que j'admire énormément pour ma part, c'est Hubert Reeves. Hubert Reeves va vous montrer le ciel. Et il va vous dire, je suis un scientifique, donc je peux vous expliquer certaines choses. Mais je ne peux pas tout vous expliquer. Et il y a une part merveilleuse qui est celle du mystère, qui est celle de ce qui demeure inexplicable, qui fait beaucoup plus, effectivement, en termes de quantité que ce que je peux expliquer. Ça, c'est un vrai scientifique qui cultive le doute, qui n'est pas dans les certitudes, qui ne prétend pas épuiser l'explication. Le principe de l'émerveillement, c'est que ça se passe d'explication. Si d'ailleurs vous trouvez que quelque chose est merveilleux et que vous avez à côté de vous quelqu'un qui va essayer de vous expliquer pourquoi c'est merveilleux. On verra ça par rapport à une peinture, par exemple, ou par rapport à un paysage. Vous êtes dans un musée, vous trouvez quelque chose de merveilleux. Et puis l'autre vous explique, mais non, tu sais, c'est un style décadent, ça n'a rien de merveilleux. Fuyez-le, c'est ce qu'on appelle un emmerdeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va à un moment donné décider que tout doit expliquer et se soumettre à sa propre explication. Un paysage, ce que vous trouvez beau,
ou merveilleux dans le paysage n'a pas besoin d'être expliqué. Vous trouvez soit le paysage bucolique, c'est-à-dire ça va créer une forme de sérénité, le paysage bucolique, soit vous le trouvez sublime. Et ça crée un sentiment d'écrasement sans être écrasé. On verra aussi que pour trouver un paysage sublime, vous aurez du mal à trouver merveilleux un paysage que vous êtes obligé d'observer depuis un pont de singe qui bouge. Parce qu'il faut un sentiment de sécurité pour s'émerveiller. Il faut un sentiment de sécurité affective. Si vous êtes à côté de quelqu'un avec lequel vous êtes en tension affective, vous aurez du mal à vous émerveiller parce qu'on a besoin d'une sécurité affective et d'une sécurité physiologique qui fait qu'on s'ouvre alors à l'émerveillement. Les enfants sont dans le même registre. Quand ils sont en sécurité, tout va nourrir cette capacité de s'émerveiller. Et le principe, ça va être de le sauvegarder. Avec le spectacle de la nature qu'on va devoir effectivement parfois s'obliger à observer. Parce que on a des petits vélos, des petits moteurs qui se mettent en place. Dépêche-toi, va vite, avance. La catastrophe, on le verra, hein, fais une photo ou filme. Si vous avez vu cette image complètement absurde d'un ensemble de personnes qui filment le feu d'artifice du 31 décembre à Paris. 1,5 million de personnes qui filment un feu d'artifice. On est quand même très loin dans l'absurdité lorsque ce qui est censé produire un émerveillement collectif, et c'est le but du feu d'artifice, c'est de produire une forme d'étonnement, waouh, 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 avec beaucoup de bruit d'ailleurs, hein, en principe, de l'émerveillement collectif. Ici, vous n'avez pas de bruit parce que chacun filme, se tait pour éviter d'interférer avec le film. Et lorsqu'on interroge les personnes pour savoir, mais pourquoi vous faites ça? Ils vous disent, mais pour garder un souvenir. Alors, il faut quand même leur expliquer que pour être sûr de ne pas avoir de souvenirs, filmez, faites des photos. Là, vous déléguez votre mémoire à un appareil qui n'est pas vous, puisque vous mettez finalement l'image dans une mémoire qui n'est pas la vôtre. Si vous voulez faire un souvenir, vous devez stopper toute activité, vous imprégner avec l'ensemble de vos sens, regarder, sentir, écouter, l'ensemble des sens participent, on s'imprègne du spectacle, et puis on va le raconter à quelqu'un. C'est comme ça qu'on fait un souvenir, quand on raconte ce qu'on a vécu. Ici, ben, vous avez des personnes qui vont filmer, donc ils réduisent leur champ de vision, ils ne participent même pas à l'idée de regarder. Honnêtement, qui, le soir, en rentrant chez lui, va se retaper le feu d'artifice en petit format? Personne ne regarde son feu d'artifice une nouvelle fois. Et si vous le partagez, si vous m'envoyez votre feu d'artifice, je peux vous promettre une chose, c'est que je ne le regarderai pas. Qui va regarder, effectivement? C'est pour ça que les écrans, on va le voir, font écran à l'émerveillement. Il n'y a rien de plus anti-merveilleux que le selfie. Ça, c'est l'anti-émerveillement absolu. Vous montrez un magnifique paysage et une grosse tête devant, la vôtre ou celle d'un autre, mais à un moment donné, vous montrez quelque chose qui va casser la capacité de s'émerveiller. On va trouver très sympathique votre image, mais elle n'a plus cette fonction d'éveiller l'émerveillement. Les écrans sont un obstacle à l'émerveillement qu'on va devoir discipliner dans notre vie de tous les jours pour pouvoir regarder les choses du monde sans utiliser l'écran. Oubliez de faire des photos. Faites-vous des souvenirs dans votre tête et racontez ce que vous venez de voir aux personnes qui sont significatives, donc qui prendront le temps de vous écouter. Votre souvenir va durer très longtemps et peut-être même éternellement, ou en tout cas aussi longtemps qu'on aura sauvegardé votre capacité de mémoriser. Si par contre vous passez votre temps à réduire votre champ de vision en ayant un écran qui par nature fait écran, ben on n'y arrivera plus et on y arrivera moins. Et donc le principe, c'est de dire il y a deux sources. Il y a cette source-là, la nature, mais la nature en voie directe, avec deux ingrédients majeurs que sont le silence et la patience. Ça, c'est deux ingrédients majeurs. Si vous voulez comprendre d'ailleurs pourquoi et comment ça fonctionne, faites l'expérience d'aller au zoo avec vos enfants. C'est très chouette un zoo, hein, c'est une collection d'animaux, c'est très très bien, mais bah, c'est juste, ça va leur faire plaisir. Allez dans une forêt et mettez-vous à l'affût, en espérant voir un animal que vous ne verrez peut-être pas. Peu importe, ils vont avoir un souvenir éternel s'ils perçoivent même le petit morceau du petit bout d'une biche ou d'un lapin, ce sera quelque chose qui va rester dans leur tête parce qu'il y aura eu l'affût, c'est-à-dire la patience et le silence pour regarder quelque chose. Les zoos qui sont les zoos les plus intéressants et ceux qui d'ailleurs pour le moment sont considérés comme les zoos les plus attractifs
et aussi les mieux réalisés sont les zoos qui permettent aux animaux de s'abriter. Vous n'êtes pas sûr de voir les animaux. Un mauvais zoo, c'est un zoo dans lequel on vous garantit que tous les animaux, vous allez les voir parce qu'ils n'ont pas d'espace d'abri. Or, l'animal, une de ses fonctions principales d'un point de vue naturel, c'est de s'abriter. Et les enfants jouent le jeu. Les enfants ne demandent pas de voir la totalité des animaux, ils demandent de pouvoir apercevoir un animal qui vit le plus possible dans les conditions de la nature et d'être surpris, d'être étonné par ce qu'ils vont voir. On est tous dans ce registre, mais on l'a un petit peu perdu. Il y a un exemple qui montre aussi très bien comment on a perdu cette faculté de s'émerveiller, et une ville le montre mieux que d'autres, c'est Paris. Paris est, certains le disent, la plus belle ville du monde. C'est sans doute vrai, sauf que Paris est aussi la ville la plus décevante du monde. Ça veut dire que les gens vont voir Paris, mais ils vont voir le Paris convenu. Si je vous dis, je vais vous faire un petit tour opérateur, etc., avec tous les paris que vous avez déjà dans votre tête, ben, vous risquez d'être déçu. Ça, c'est le Paris convenu. On fait la Tour Eiffel, on fait les Champs-Élysées, etc. C'est généralement une expérience un peu décevante. Si par contre, vous allez vous dire, je vais aller voir le Paris inattendu. Vous vous baladez le long de la Seine, vous voyez des petits troquets que personne ne remarque, vous rentrez dedans, vous allez être émerveillé par Paris, simplement parce que vous aurez laissé une place à l'inattendu. Le principe du merveilleux, c'est qu'on doit aussi se laisser surprendre et qu'on n'est pas dans le convenu et on n'est pas non plus dans l'obligation de s'émerveiller. Allez voir au Louvre la Joconde. Vous allez voir les capacités de s'émerveiller d'un être humain, à quel point elles peuvent être complètement bousillées. Quand vous avez un monde de personnes devant la Joconde, des personnes qui essayent de filmer la Joconde, ils ne la regardent même plus, hein, parce qu'ils ne savent pas la voir, ils sont trop loin. Et puis, ils vont vous dire, c'était merveilleux, la Joconde. Mais je l'ai pas vu, hein, mais je l'ai filmé, puis après, je vais regarder sur mon petit écran. Juste à côté, il y a une Raphaël que personne ne va, un Raphaël que personne ne va regarder, une Madone. Installez-vous devant la Madone de Raphaël, vous serez tout seul, vous aurez le temps de contempler, et là, vous aurez des chances d'accéder à un spectacle qui va être vécu par vous comme merveilleux. Mais quand on vous dit, c'est ça que tu dois regarder, c'est ça que tu dois aimer, le merveilleux, c'est quelque chose qui se révèle dans un esprit de liberté. C'est pour ça aussi que les enfants l'ont spontanément. On ne leur dit pas tu t'émerveilles devant ça, devant ça, devant ça. On leur dit vas-y, émerveille-toi, et tout ce qui va nourrir cet émerveillement, on va effectivement te permettre de le faire. Une balade en forêt, dans le silence, avec la patience, qui sont les deux éléments. On ne s'émerveille pas dans le bruit et dans le bruit subi, et certainement pas dans la précipitation. Quand je vois certains voyages où on vous dit, on vous amène en bus et on vous dit vous avez 3 minutes maintenant pour descendre, faire la photo et remonter, la capacité d'émerveillement, elle se révèle de manière très très limitée dans ces cas-là. Prenez le temps, donnez-vous le temps. Quand je parlais du trajet, si vous voulez éviter métro, boulot, dodo, utilisez surtout le moment où vous vous déplacez pour prendre votre dose d'émerveillement dans ces moments-là. Le spectacle de la nature, mais aussi bien les œuvres de l'imaginaire humain. L'imaginaire humain a produit énormément de choses merveilleuses. Dans le livre, j'utilise trois, ce que j'appelle moi des maîtres du merveilleux, qui sont des auteurs qui vont nous rendre accessibles les chemins de l'enfance. C'est une des caractéristiques, si vous prenez Tolkien, si vous prenez Jules Verne, si vous prenez J.K. Rowling, hein, vous allez trouver trois auteurs qui ont réussi, mais parfois à leur corps défendant, hein, si vous lisez Jules Verne, il a souffert toute sa vie d'être considéré comme un auteur pour adolescents ou pour jeunes, alors qu'il voulait être un écrivain pour adultes et un écrivain reconnu classique. Mais toute sa vie, il a dû se lutter avec cette idée qu'il était, que son regard sur le monde était plus propre à éveiller l'émerveillement et l'intérêt des plus jeunes. Pour une simple raison, qui est celle effectivement qui nous ouvre une des portes de l'émerveillement, c'est que Jules Verne a commencé son œuvre au moment où la science balbutiait dans la découverte du ciel, dans la découverte de la mer, dans la découverte de tout ce qui fait notre environnement. Elle commençait des avancées, mais qui étaient inabouties. Et c'est ça qui a fait de Jules Verne quelqu'un de merveilleux. J'invite vraiment à relire Jules Verne, non pas avec le regard scientifique de celui qui aurait tout trouvé, qui aurait eu raison sur tout, mais avec celui, Tintin est dans le même registre, hein, si vous lisez On a marché sur la Lune, avec un regard de scientifique pour pointer les différentes erreurs, bah, vous allez effectivement les trouver, mais c'est ces erreurs qui rendent Tintin merveilleux, parce qu'on a l'avancée scientifique
et puis la place à l'imaginaire. Et cet imaginaire nous ouvre des portes qui sont celles de l'enfance. L'enfance, c'est je n'explique pas tout. C'est pour ça que les enfants, d'ailleurs, très très vite, vont nous assaillir avec des pourquoi. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi? Dites-vous bien que dans un premier temps, ces pourquoi n'attendent pas de réponse. C'est juste une manière de solliciter votre attention. D'ailleurs, si vous répondez, l'enfant n'écoute pas votre réponse. Il vous lance un autre pourquoi. Et puis un troisième pourquoi. Et il va vous donner comme ça des pourquoi en cascade. Parce que ce qu'il découvre, c'est que les choses ne sont pas toutes explicables. Et si vous voulez avoir la posture de l'adulte qui expliquerait tout, ça ne va pas du tout le satisfaire. Pouvoir lui dire ça, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Et pourquoi les fleurs sont... l'herbe est verte. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Peut-être qu'il y a des gens très forts sur le point de vue scientifique qui vont me faire un cours sur la biochimie qui explique qu'une herbe est verte. Mais un enfant va vous demander pourquoi l'herbe est verte sans attendre votre réponse, parce qu'il veut ne pas s'expliquer pourquoi, mais il veut prouver qu'il a, à un moment donné, pu être attiré par l'idée que l'herbe était verte. C'est pour ça que Jules Verne, quand on le relit, à tout âge, c'est pas un auteur pour enfants, c'est pas un auteur pour adolescents, c'est pas un auteur pour adultes, c'est un auteur pour humains, parce qu'il ouvre les voies de l'émerveillement. Même chose pour Tolkien. Tolkien est un auteur merveilleux, parce qu'il a réussi une espèce de tour de force. Il a écrit une œuvre pour adultes, le Smyralion, hein, qui était un récit de guerre très, très orienté vers une manière de penser les choses qui était très adulte. Et puis, il a fait le Hobbit. Le Hobbit, c'est ce qu'il racontait à ses petits-neveux, une histoire pour enfants. Et puis, il s'est dit, mais pourquoi on ne mélangerait pas les deux? Et il a mélangé les deux. Et ça a produit cette œuvre merveilleuse où on ne sait plus ce qui est donné en direction des adultes ou en direction des enfants. Et le mélange nous donne une impression complète de magie. C'est ça l'avantage de Tolkien, c'est qu'il va brouiller les codes et qu'on retrouve alors les chemins de l'enfance enfouis dans une analyse du monde tel que les adultes peuvent se le configurer, c'est-à-dire comment peut-on expliquer la guerre entre des mondes qui s'opposent, etc., etc. Et donc l'émerveillement, c'est pas un truc qui nous renvoie à l'enfance, parce que ça limiterait nos capacités cognitives, par exemple. C'est ce que je disais en introduction. On considère effectivement que la géopolitique, elle suppose aussi de concevoir que l'être humain n'est pas seulement merveilleux, que les guerres existent à l'état latent, à l'état effectif, et ça n'oblige pas à une posture naïve. Mais dans cette posture naïve, un récit de guerre laisse la place au Hobbit, et là c'est effectivement le récit du merveilleux, avec tout ce que ça suppose, et quand vous mélangez les deux, vous devenez un être humain complet. Nous ne sommes pas des enfants attardés, nous contenons notre enfance, nous contenons notre adolescence, et nous ne renonçons pas à ce que l'enfance était pour nous. Ayez toujours ce petit réflexe, lorsque vous avancez dans la vie, d'interroger l'enfant que vous étiez. Est-ce que tu es content de ce que je suis devenu? Et attendez sa réponse. Si vous dit oui, continuez. Si vous dit non, écoutez-le pour savoir comment vous pourrez réorienter les choses pour être plus conforme à ce que l'enfant imaginait de la vie. Un enfant, il vient au monde avec l'idée grandir, c'est une excellente idée. C'est pour ça d'ailleurs que la capacité d'émerveillement est probablement quelque chose qui existe instinctivement chez l'être humain et qui produit un avantage évolutif parce que ça donne envie de grandir. Si vous ne vous émerveillez plus, vous allez dire, mais la vie est nulle, elle est morose, tout est gris, tout est... Et vous risquez effectivement de ne pas avoir envie de poursuivre. Lorsque les enfants nous voient désenchantés, nous voient corrosifs, nous voient désillusionnés, certains vont se poser la question de savoir, est-ce que c'est une bonne idée de grandir? Le rôle des adultes, je connais un grand-père qui est intervenu lorsque je participais à une émission sur l'émerveillement, et ce grand-père intervient en disant, mes petits-enfants me disent toujours, mais toi, papy, tu es toujours enthousiaste, tu t'enthousiasmes. Et il expliquait que tout faisait farine au moulin de son enthousiasme. Eh ben, il joue merveilleusement son rôle de grand-père. La façon dont ses petits-enfants avaient, avec cette espèce de tendresse amusée vis-à-vis de son enthousiasme permanent, bah, effectivement, il donne envie de grandir. N'importe quel enseignant qui cultive l'émerveillement chez les enfants. Et dans cette même émission, il y a une enseignante qui explique que dans sa classe, tous les jours, elle propose à chaque enfant la minute d'émerveillement. Raconte-nous ce qui t'a émerveillé.
Faites l'exercice que l'on fait faire aux enfants, vous allez voir, c'est absolument prodigieux. On va rechercher, les enfants le font spontanément, mais faites-le aussi. C'est d'ailleurs assez surprenant, parce que pour le moment, je participe à pas mal d'émissions euh, sur, sur, euh, sur le bouquin, et chaque journaliste me pose chaque fois la question, mais qu'est-ce qui vous a émerveillé récemment? Et évidemment, j'ai toujours quelque chose, parce que je me discipline, et c'est une question de discipline, se dire, il faut que je prenne le temps de m'émerveiller par un sourire que je suis content de revoir tous les jours, par un paysage, par quelque chose qui aura nourri cet émerveillement. Il fait un temps de chien pour le moment. Et donc forcément, vous allez dire, mais si on regarde, met son nez dehors, c'est épouvantable, mais attendez simplement un tout petit rayon de lumière, un soleil qui va percer la brume, à un moment, vous pouvez saisir un moment d'émerveillement. C'est ça qu'on doit, c'est ce qu'on appelle être à l'affût. On parlait de l'affût dans une forêt, mais c'est l'affût en général, lorsque simplement on se donne le temps. Le temps ne doit pas nous prendre, c'est nous qui devons à un moment donné nous donner le temps pour ne plus nous laisser emporter par un flux de choses à faire. Non, il y a aussi des choses à regarder, et ces choses, elles sont ouvertes à nos yeux, pour autant qu'on accepte les ingrédients qui sont ceux de l'émerveillement, la douceur. On ne s'émerveille pas dans la brutalité. Si vous avez quelqu'un qui est brutal et qui vous dit, par exemple, tu dois aimer ça, allez, on va visiter le musée, tu vas visiter les œuvres majeures de ce musée, et puis tu me feras un résumé. C'est ce qu'on fait parfois quand on va avec des enfants dans les musées. Et sur ce plan-là, il y a un bouquin magnifique qui va vous expliquer comment on crée une possibilité d'émerveillement chez l'enfant, parce que justement, on ne renonce ni à la douceur, ni à la sérénité, ni à la lenteur, qui sont trois ingrédients majeurs de l'émerveillement, qui vont permettre simplement de faire en sorte que, par exemple, le musée, euh, et ce bouquin, ça s'appelle Les yeux de Mona. Il y a sûrement beaucoup qui l'ont lu. C'est un bouquin qui a été largement diffusé. Je résume l'histoire en quelques mots. C'est un grand-père dont la petite fille va devenir aveugle. Et la maman se dit, mais il faut que tu ailles voir une psychologue avec la petite pour pouvoir la préparer à ce moment difficile qu'elle va vivre quand elle perdra la vue. Et le grand-père, il a la très très bonne idée de ne pas aller voir de psychologue, mais de dire, moi je vais plutôt aller avec elle dans un musée pour qu'elle se crée ce qu'il appelle un musée intérieur, hein, ce qu'on a tous en nous, quand on met les œuvres qui nous sont significatives pour nous. Et il rentre dans ce musée, il va au Louvre, il va au musée d'Orsay, il va au musée Pompidou, tous les mercredis après-midi, et il a une démarche qui, d'un point de vue pédagogique, est vraiment merveilleuse pour justement cultiver cet émerveillement. C'est-à-dire qu'il ne dit pas à la petite fille, va voir ça, va voir ça, va voir ça, et je vais t'expliquer pourquoi c'est beau. Moi, quand je vois dans les musées des enfants qui sont assis en randonnion autour d'un adulte qui explique la peinture, etc., je me dis, on n'a rien compris à ce qui allait produire de l'émerveillement. Là, on dit, mets-toi devant la peinture que tu choisis. Et puis, on se tait, on parle pas, on te laisse 10 minutes, un quart d'heure, et puis tu viens et tu me racontes ce qui t'a touché, ce que tu as aimé. Et là, seulement l'adulte commence à expliquer, ben oui, il y a cette toile-là, voilà son histoire, etc. Et là, vous avez non seulement inscrit un musée intérieur en profondeur chez l'enfant, mais aussi vous avez laissé se développer cette capacité de s'émerveiller par rapport à des productions humaines. Les adolescents le font, pour ça que je parlais tout à l'heure de façon de se préserver. Jules Verne, j'ai parlé de Tolkien, hein, les adolescents relisent Tolkien, mais ils lisent surtout Harry Potter, J.K. Rowling, qui montre aussi comment on retrouve les chemins de l'enfance en mélangeant le rêve avec la réalité. C'est-à-dire, Harry Potter, c'est la réalité d'Harry Potter, elle est décrite de façon onirique. Le rêve d'Harry Potter, c'est-à-dire Poudlard, hein, c'est probablement un sorcier qui rêve qu'il est un sorcier pour sortir de ces conditions d'éducation difficiles, eh bien, le simple fait de rêver, on va intervertir les codes chez J.K. Rowling, c'est-à-dire le monde réel d'Harry Potter est décrit de façon onirique, et le monde onirique d'Harry Potter, donc Poudlard, est écrit de manière hyper réaliste. Et ce brouillage de code crée chez nous, et chez l'enfant et chez l'adolescent, un sentiment d'émerveillement qui montre comment on va pouvoir construire cet émerveillement avec lui si on le laisse se développer. Et c'est important, et les enfants d'ailleurs nous montrent, les adolescents nous montrent, notamment par Harry Potter, bah, que
c'est pas les écrans ou la lecture, c'est les écrans ou la lecture. Ils ont été voir les deux, ils ont été au cinéma voir Harry Potter, ils ont lu le livre qui est une énorme brique, parce que cette capacité d'utiliser l'imaginaire à des fins de création du merveilleux, il existe de manière intense chez eux. Il doit juste ne pas être abîmé par tout ce qu'on va à un moment donné euh, donner comme impression que ces chemins vers l'enfance, ces chemins vers le rêve, ce sont des chemins qui ne sont pas valides pour un adulte raisonnable. Notre vrai problème, il vient de là, c'est qu'on se dit, mais non, il faut expliquer les choses, il faut rationaliser, il faut aller vite. Et donc vous avez ces mécanismes, et il faut surtout, et là c'est très dangereux par rapport à la capacité de s'émerveiller, il faut aussi en permanence créer du spectaculaire, du bonheur intense. Et c'est pour ça que je prends souvent cet exemple que j'utilise dans beaucoup d'autres conférences de ce qu'est le niveau de bonheur attendu et celui qui crée le mieux la capacité de s'émerveiller, c'est le bonheur qu'on appelle le bonheur serein. Un des ingrédients, c'est la sérénité. Et la sérénité, sur une échelle de bonheur, c'est pas 9 ou 10. Ça, c'est le bonheur intense. Celui qu'on n'est pas amené à vivre de manière durable. Un bonheur intense, par nature, ça dure le temps de cette satisfaction, de ce contentement. Si vous êtes très content parce que vous venez d'obtenir quelque chose que vous souhaitiez depuis des années, une belle voiture, une belle télévision, tout ce que vous voulez, vous aurez un sentiment de satisfaction qu'on confond parfois avec le bonheur, qui vous donnera l'impression, effectivement, que ça monte à 9 ou 10 sur une échelle de bonheur, sauf que ça retombe très très vite, et que ça vous pousse à rechercher de nouveau 9 ou 10 en rachetant autre chose. Une société de consommation va vous donner l'illusion que le bonheur doit toujours être maintenu à ce niveau de satisfaction de 9 ou 10. Le bonheur serein, c'est 7. Je te vais bien, oui, toi, ça va? Oui. C'est le bonheur de la personne qui dit les choses vont bien. Et ce bonheur serein permet d'accéder beaucoup plus facilement à l'émerveillement. Parce qu'on est accessible, tout va bien, et puis on voit quelque chose qui nous émerveille. C'est pas le spectaculaire, je le disais tout à l'heure, hein, c'est pas quelque chose qui fait que vous allez devoir dire, oh, ça tout le monde doit voir, c'est génial, c'est le dernier concert, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est ce qui, à un moment donné, nous donne envie de continuer à vivre, parce que la vie est belle, parce qu'il y a des tas d'éléments qui sont des sources d'émerveillement possibles. Le problème, c'est qu'on n'a pas le regard émerveillé qui va avec. Lorsqu'on vivait de manière un peu plus simple, lorsqu'on vivait plus dehors d'ailleurs, cette capacité de s'émerveiller était mieux nourrie. On allait se balader en forêt, les enfants allaient jouer dehors, hein, ce qu'on appelle ce qui est un des dangers éducatifs actuels, qui est le précautionnisme, hein, c'est-à-dire le fait qu'on dit, mais attention, il ne faut pas que les enfants prennent de risques, il ne faut pas qu'ils aillent jouer tout seuls dehors, dans les forêts, etc. C'est aussi des obstacles à cette capacité, à maintenir cette capacité de s'émerveiller, parce que si vous allez fouiller dans vos souvenirs d'enfance, beaucoup de ces moments d'émerveillement, c'est des moments qu'on a vécus en dehors du regard parental, qu'on a été déniché ailleurs, dans ces espaces où, effectivement, ce qu'on voit, c'est inattendu, on s'y attend pas, et on se retrouve dans un cadre qui va nous permettre l'accès au merveilleux. C'est le principe, effectivement, de l'émerveillement qui suppose euh, on s'émerveille mieux dans ce qui est simple que dans ce qui est compliqué. Si je vous montre un mécanisme compliqué, vous allez me dire non pas c'est merveilleux, mais c'est ingénieux. C'est-à-dire c'est bien pensé. La simplicité est un meilleur chemin vers l'adhésion au merveilleux. Même chose, et on en parle beaucoup pour le moment, le fait d'être distrait et l'obligation de se concentrer. Trop souvent, on demande à nos enfants, mais on se demande aussi à nous, de se concentrer sur le merveilleux. Or, c'est la distraction qui va nous ouvrir au merveilleux, c'est-à-dire le fait qu'on a son esprit ouvert. Baladez-vous en forêt, mais ne vous concentrez pas sur ce que vous avez absolument à regarder. Laissez-vous ouvrir la distraction qui a mauvaise presse, hein. Ce sont tous des éléments. La distraction, la lenteur. Combien de fois on va dire à quelqu'un de lent que c'est un problème, sa lenteur. Tu peux pas te dépêcher un petit peu. T'arrêtes de lambiner, s'il te plaît. Le matin, quand je vois des adultes presser leur enfant, je me dis, apprenons à nous lever un tout petit peu plus tôt
pour pouvoir prendre le temps, notamment sur le chemin de l'école, parce que ce que nous expliquait sur le chemin du travail, ben, ça commence déjà sur le chemin de l'école, lorsque vous voyez des parents qui sont à la cravache avec leur enfant, qui lui n'attend qu'une chose, c'est de sortir des sentiers battus pour regarder à gauche, à droite ce qui pourrait stimuler son émerveillement. Ben, le parent dit non, il faut arriver à l'école, on va être en retard, etc., etc. Et donc cette lenteur, elle est a priori pas valorisée, la distraction, elle est a priori peu valorisée. Bah, j'ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Là, oublions, si c'est possible, cette catégorie, si c'est pour en faire une catégorie, je vais dire pathologique, on n'est jamais trop sensible. On est juste sensible. Évidemment, quand l'environnement produit des émotions difficiles à supporter en excès, c'est pas la personne sensible qui doit se remettre en cause, c'est l'environnement qui est problématique. Je me préoccupe beaucoup de situations de harcèlement. Quand on me dit mon enfant est hypersensible, vous voulez pas faire en sorte qu'il soit moins hypersensible, comme ça il sera plus harcelé. Je suis toujours obligé de dire non, on va faire en sorte qu'il soit plus harcelé, comme ça sa sensibilité va revenir à un niveau normal. Mais la sensibilité est une qualité. Ne jamais casser l'émerveillement de quelqu'un, d'où qu'il vienne. Si vous me dites, oh, j'ai trouvé la série que j'ai regardée hier, j'ai passé un moment merveilleux, j'ai trouvé ça magnifique. Et si je vous dis, mais cette série est complètement débile, comment peux-tu t'émerveiller de choses aussi stupides? Là, je suis tout à fait contre-productif sur le plan humain. Vous allez, à juste titre, très mal le vivre. Et c'est ce qu'on fait malheureusement avec nos enfants, avec nos adolescents, notamment avec l'adolescent, quand il trouve des sources d'émerveillement, par exemple dans ces jeux vidéo. Si vous allez regarder le contenu des jeux vidéo, vous avez, et l'écran n'est pas que négatif, vous avez des explorations dans des mondes merveilleux. Vous faites certains jeux de conquête, on va vous faire visiter des paysages qui sont réellement merveilleux. Si vous banaliser tous les contenus en disant mais tes écrans c'est rien que des conneries, tu ne passes ton temps à faire que des conneries, tu ferais mieux de travailler pour l'école. L'école n'est pas une productrice d'émerveillement a priori. Et si vous avez un enfant, un adolescent qui vous dit j'aime pas l'école, bah c'est normal. C'est pas un adolescent ou un enfant anormal. Ne pas aimer l'école est tout à fait normal. L'école n'est pas faite pour qu'on aime y aller. Sinon, on n'aurait pas inventé l'obligation scolaire. L'obligation scolaire, c'est bien la preuve qu'on doit contraindre pour apprendre un certain nombre de matières qui sont des connaissances qui elles-mêmes n'ont rien de merveilleux. Alors, les enseignants, par exemple en maternelle, moi je connais des tas d'enseignants fantastiques qui vont cultiver l'émerveillement de l'enfant le plus longtemps possible. Parfois, on maintient des moments d'émerveillement, mais le rôle de l'école n'est pas d'émerveiller nos enfants. C'est le rôle de l'éducation et peut-être plus le mandat que l'éducation familiale doit se donner. L'école peut le faire, mais l'école a un rôle de transmission de connaissances qui sont des matières, et donc il est normal, effectivement, qu'elle ne soit pas le haut lieu de la production et de la transmission de l'émerveillement. Si elle le fait, c'est tant plus, c'est tant mieux, mais c'est pas dans le programme. On peut le regretter, mais c'est pas à elle à le faire. C'est à l'environnement familial, en produisant des sources d'émerveillement qui ne disqualifie personne. Et le principe, c'est celui-là, c'est de dire tout le monde va aller chercher ses sources. Mais il faut effectivement se mettre dans une disposition d'esprit. C'est pour ça que dans le livre, j'ai mis beaucoup d'éléments pratico-pratiques pour dire si vous voulez tester, si votre capacité de vous émerveiller reste vivace chez vous, reste vivante, il faut être attentif à un certain nombre de choses. Par exemple, il faut pour pouvoir s'émerveiller, éviter de vouloir posséder. Si vous êtes dans l'idée qu'une œuvre d'art, par exemple, vous voulez en évaluer le prix pour l'acheter, vous aurez très 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 peu d'opportunités de vous émerveiller. L'émerveillement, c'est un acte désintéressé par rapport à quelque chose qui est fondamentalement inutile. Vous avez en début d'introduction parlé de ce que j'appellerais pas des poèmes, parce que il faut être très prétentieux pour se dire je suis un poète. J'ai appelé ça des respirations poétiques. S'autoproclamer poète, c'est une prétention que j'espère que je n'aurai jamais, parce qu'on n'est pas poète, on a des respirations poétiques. Et parfois d'ailleurs, quand on entend une de ces écritures poétiques lues par quelqu'un, on se dit waouh, il y a une belle musicalité, et l'être humain a une force, c'est qu'il a une voix qui peut jouer avec la musicalité des mots. Et donc j'invite souvent les gens, la poésie ça se lit pas, lisez-la à haute voix, de façon à ce que la musicalité des mots, parce que ça sert juste à ça. En fait, en gros, ça sert à rien. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le petit compliment qui avait été fait au début de dire, mais moi j'ai bien aimé ces poèmes, parce que c'est vrai que c'est une partie de moi-même que je n'avais pas
prévu de mettre à l'intérieur d'un livre. Et puis je me suis dit, ça a du sens. Pour pouvoir montrer que moi aussi, j'ai besoin de cet émerveillement et de prendre le temps de produire des mots fondamentalement inutiles. Par nature, un poème ne sert à rien. J'ai écrit des tas de bouquins dans lesquels j'essaye d'être utile. Mais c'est pas merveilleux, on ne va pas trouver ça merveilleux, on ne partage pas le merveilleux, on partage des connaissances avec effectivement des échanges qui se révèlent essentiellement des échanges cognitifs. Dire, je vais écrire un petit truc qui veut peut-être rien dire, mais qui, à un moment donné, va créer une respiration dans ce souci permanent d'être utile. Le merveilleux n'est pas utile, il est plus que ça, il est essentiel, parce que si on perd la capacité de s'émerveiller, on perd l'envie de vivre. Et il n'est utile qu'à ça, permettre cette envie de vivre. C'est ce qui explique aussi que nos vacances ont tant d'importance pour un grand nombre d'entre nous, parce que là, on va prendre le temps. On va chercher une destination, soit qui va nourrir notre appétit du bucolique, soit du sublime. Et on va se donner le temps. Le gros problème, c'est que malheureusement, on réserve un temps de vacances. C'est un peu comme si je vous disais, mais on va manger, qu'on a tous besoin de manger, on va manger en un mois tout ce dont on a besoin pour toute l'année. Vous verrez que ça ne marche pas comme ça dans un corps humain, mais dans son esprit non plus. Aller faire son espèce je vais me faire une espèce de réserve de merveilleux pendant mes vacances, et puis après on va devoir reprendre le boulot. Et cette réserve, on va voir qu'elle va s'éteindre progressivement, et vous avez beaucoup de personnes qui ont du mal à cette période-ci de l'année notamment, parce que les vacances sont loin en termes de souvenirs, et elles sont encore loin en termes de projets. Et on est au milieu en train de ramer dans l'idée qu'on est dans une traversée désolée de paysages qui n'offrent plus rien de merveilleux. Ben non, c'est pas vrai. Le merveilleux est toujours là et on doit aller le chercher, sa petite dose quotidienne. Faites-le dans ce qu'on appelle les zones refuge, on en a tous, parce qu'on a besoin aussi pour pouvoir se repaître du merveilleux, d'une forme de solitude qu'on appelle la solitude habitée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être seul, hein, il ne faut pas évacuer tout le monde, mais vous devez être accompagné de personnes qui vont respecter votre solitude, parce qu'on s'émerveille très très bien dans cette forme de solitude face à laquelle on regarde les choses qui nous émerveillent et qui font que on a ce sentiment de complétude, simplement parce qu'on laisse le temps, parce qu'on ne fait pas de bruit autour de nous, et qu'on nous laisse ces zones refuge, ces zones d'abri. On en a tous. Mais il faut se donner la force de les avoir. Certains vont vous dire, et c'est une tendance qu'on constate d'ailleurs de plus en plus, moi je me lève tous les matins à 5 heures du matin pour avoir 2 heures de tranquillité. Eh bien, ce n'est pas 2 heures de tranquillité, c'est 2 heures où vous êtes ouvert à la possibilité de vous émerveiller pour des choses qui n'appartiennent qu'à vous et vis-à-vis desquelles vous n'avez de compte à rendre à personne. Et on constate effectivement, quand on regarde les agendas des personnes, que de plus en plus de personnes vont aller chercher ces petites zones refuges dans le temps, comme dans l'espace. Ayez votre endroit à vous. Moi, je me souviens, j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion, mais mon père avait son fauteuil, mais son fauteuil à lui. Et quand il s'asseyait sur ce fauteuil, on savait qu'on ne pouvait plus lui parler. Il n'existait plus, il prenait ses livres, il lisait ses livres, et il partait vers le merveilleux. Mais il avait l'endroit pour le faire, il avait la posture pour le faire, et on avait tous le signal, il faut respecter ça. La lecture, par exemple, qui ouvre les voies à l'émerveillement, eh bien, elle doit se faire aussi dans certaines conditions, parce que vous avez un refuge qui vous permet de le protéger. Les enfants vivent avec ça, ils s'émerveillent au quotidien, tout le temps, et on leur laisse ces petits espaces d'émerveillement. L'adolescent, il doit déjà commencer à ramer pour se les ouvrir parce qu'on va lui dire l'école, plutôt ceci, plutôt cela. Et l'adulte que nous sommes devenus, souvent, on est dans un rapport effectivement au temps qui fait qu'on est constamment en train de courir derrière quelque chose. Et donc la lenteur, elle est mal perçue. On est dans un bruit permanent. Il faut comprendre aussi que le bruit est devenu quelque chose. Alors il y a un élément qui permet de vérifier si on est dans le bruit ou pas. C'est est-ce que je suis encore en mesure d'entendre le chant des oiseaux? Si vous êtes dans un espace dans lequel le chant des oiseaux n'est plus audible parce qu'il y a trop de bruit, eh bien vous êtes dans un espace qui n'est pas un espace naturel pour un être humain. Et donc ayez de temps en temps ce que les Japonais font merveilleusement,
des bains de nature. Mais chez eux, c'est prescrit par des médecins qui vous prescrivent des bains de nature et dans lesquels vous allez rentrer dans une forêt. Et ils ont ce critère notamment, dans un endroit où le chant des oiseaux redevient audible. On a besoin d'avoir des petits stages en fait qu'on s'offre dans ces endroits où on prend son temps, où on ne se balade pas à toute vitesse, mais simplement en prenant son temps pour le faire, en se mettant à l'abri du bruit et en s'ouvrant à ce moment-là à des possibilités qui sont celles de l'émerveillement. Mais je vois que j'arrive déjà à la fin quasiment pour laisser une petite partie aux questions. Et donc, je vous propose effectivement de revenir sur ce qui a été dit en termes aussi, parce que je pense que c'est dans ce livre, c'est la partie en tout cas qui m'a le plus amusé à écrire, c'est les respirations poétiques, parce que ça, je me suis donné du temps et de la liberté, parce que l'émerveillement se produit essentiellement comme un acte de liberté absolue. Je prends la liberté de faire, de prendre le temps et de me donner la possibilité de m'émerveiller. Mais il y a aussi tout cet aspect didactique, c'est-à-dire comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire pour cultiver l'émerveillement chez moi, pour cultiver l'émerveillement chez ceux qui m'entourent et pour faire en sorte que l'émerveillement par rapport à la nature, par rapport à l'imaginaire humain et par rapport à tout ce qui sont, et alors quand je reviens sur ce qui était dit à l'introduction, cet émerveillement vis-à-vis des gestes des gens qui nous entourent, parce qu'on a produit une action qui, on le sait, va produire du bien autour de nous, eh bien, un morceau de parmesan devient une source d'émerveillement. Pas parce que c'est un fromage particulièrement bon, mais parce qu'il induit des tas d'éléments qui vont nous toucher les uns et les autres et qui donc vont cultiver notre altruisme. C'est pour ça que l'appétence pour le merveilleux cultive l'altruisme et l'estime qu'on a de soi-même, parce que quand on a réalisé une action de cet ordre-là, que ce soit en participant parce qu'on a acheté ou en mettant en place cette action, on se dit, je vaux quand même quelque chose. Et ce que je fais a aussi de la valeur et ça nourrit l'estime de soi collective. Merci beaucoup Bruno. Très, très, très intéressant. J'ai vu que, voilà, les collègues qui vous applaudissent avec des cœurs, magnifique. Merci. Oui, quand vous parlez de l'action parmesan, effectivement, nous, quand on la lance et quand on a les retours, on peut dire que c'est la meilleure chose que l'on fait au niveau de notre Et vous profession. savez ce qu'il y a de merveilleux, de toute Oui, façon, c'est le sourire que vous avez en parlant. C'est ça le principe d'un être humain, c'est que lorsqu'il fait des choses qui, effectivement, cultivent le merveilleux, créent la contagion, il en parle aussi avec un sourire. Et les sourires ont quelque chose chez l'être humain de merveilleux, notamment ce qu'on appelle les vrais sourires. Les enfants repèrent très vite d'ailleurs les vrais oui, sourires, parce que les enfants savent qu'on ne sourit pas avec sa bouche, contrairement à ce qu'on croit quand on est adulte, mais on sourit avec ses yeux. Si vous avez un enfant qui vous regarde sourire, eh bien, il va regarder vos yeux, parce que on appelle ça le réflexe de Duchenne, qui avait montré que le vrai sourire, pas le sourire carnassier du commerçant, il se manifeste par les petits mouvements oculaires et tout ce qui va se passer autour de l'œil. Si vous êtes un sourire faux cul à un enfant, il va pas être dupe. Si vous n'avez pas les enfants de votre voisin et que vous allez leur dire bonjour en prenant votre plus beau sourire, mais qu'en réalité vous n'êtes pas content de les voir, les enfants vont le voir tout de suite parce qu'ils perçoivent effectivement ce sourire que vous avez quand vous parlez de quelque chose qui a suscité de l'émerveillement, qui a provoqué de l'émerveillement, et c'est l'aspect contagieux de l'émerveillement. C'est ce qui explique aussi que l'être humain doit aussi choisir de s'entourer de personnes qui ont cette forme de bienveillance-là, sur les réseaux sociaux notamment. Moi, je publie beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai mis beaucoup de temps à cultiver une forme d'entourage de personnes bienveillantes. C'est pas si simple. Il y a deux petits trucs. Il faut faire des posts relativement longs parce que les gens qui veulent vous agresser, ils n'ont pas la patience de lire les choses dans la longueur. Et surtout, vous posez toujours une question. Quand vous allez, et c'est une question que j'ai découvert chez Walt Disney dans la bouche d'un petit lapin que vous connaissez tous, Pampan. Pampan, son père lui a donné une leçon magnifique. Elle lui dit, si ce que tu as à dire n'est pas gentil, tais-toi. Eh mm, bien, ayez toujours ce réflexe. Est-ce que ce que je vais dire ou ce que je vais écrire sur les réseaux sociaux est gentil? Si c'est pas gentil, je me tais ou je n'écris pas et je peux vous assurer que ça marche. Sur les réseaux sociaux, vous faites à ce moment-là une espèce de communauté de gens bienveillants qui sont comme toutes les personnes qui s'organisent autour de votre opération Parmesan, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la bienveillance partagée
et qui se touchent au sens affectif du terme mutuellement les uns les autres et qui donc qui produisent de la contagion de l'émerveillement. Tout à fait. Merci beaucoup, merci Bruno. Je propose qu'on regarde les commentaires et les questions des collègues. Donc le premier, c'est donc il faut bien laisser l'émerveillement flotter sans réponse, sans commentaire, simplement échanger le plaisir d'avoir ressenti une émotion, sans ajouter les nôtres, mais en attendant la prochaine se reproduire. Et une parenthèse, en fait, ce que dit la personne, parce qu'on n'a pas le nom, c'est ce que moi j'ai ressenti quand j'ai lu enfin j'appelle ça des poèmes, C'est gentil. vos réflexions, en fait, les respirations poétiques, et je trouve que c'est vraiment, c'est la fraîcheur qui ressort de ce livre. Et Alors, voilà, je vous c'est le laisse. principe de l'émerveillement et ce que vient de dire la personne qui est intervenue en disant il faut souffrir au prochain émerveillement sans chercher à expliquer ou à comprendre d'où il est venu. C'est le principe des respirations poétiques. La respiration, elle se répète. Si vous en faites un, vous dites, bon, ok, tu vois, un écrit à vocation poétique, donc il ne servira à rien d'autre qu'à essayer de produire une respiration, vous allez créer à un moment donné une forme d'appétence. Un aveu d'ailleurs, je m'oblige à écrire tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est une espèce de discipline. Ça me permet d'une part de cultiver finalement, parce que cette discipline de l'écriture, mais aussi de sentir à un moment donné que cette respiration, elle semble être utile à un certain nombre de personnes qui vont simplement attendre, comme le dit magnifiquement la personne qui vient d'intervenir, attendre la prochaine émotion. Lorsque vous avez une émotion positive et que vous avez du plaisir à avoir vécu cette émotion, ben, comme toujours chez l'être humain, on se dit est-ce qu'il y en aura une autre? Et on attend qu'elle vienne, on ne va pas se précipiter. C'est la différence entre une société de consommation, où vous allez aller d'une satisfaction à une autre, à une société qui est une société du vivant, où vous allez passer d'une émotion à une autre. Le but n'est pas d'obtenir pour être satisfait, le but c'est de vivre des états émotionnels qui sont agréables à vivre parce qu'on aura cultivé cette capacité de s'émerveiller au quotidien. Tout à fait. Et c'est ce que nous dit aussi Giuseppe. Donc, il s'émerveille tous les jours en admirant les beautés de la nature en ville lorsque je vais travailler ou à la campagne où je vis. Et donc, il a un groupe de collègues qui les guident, donc aussi pour découvrir la nature. Et il dit, le monde est merveilleux, tout dépend où on regarde. Ah oui, alors je trouve Giuseppe a dit quelque chose de terriblement intéressant, la nature en ville. C'est pas un oxymore, hein. La nature existe en ville et les urbanistes d'ailleurs actuels sont en train de vérifier comment est-ce qu'on peut faire en sorte que dans chaque espace, il y ait au moins la vue d'un arbre. Il faut pas une nature envahissante, spectaculaire. Si vous avez un arbre au coin de votre rue, regardez-le, il est là pour ça. Il est là pour accueillir des oiseaux, parce que si vous avez un arbre, vous aurez des oiseaux qui vont de toute façon graviter autour. Et la nature en ville, elle donne cette espèce de résistance de l'esprit humain qui fait que même dans un univers bétonné, vous avez des espaces où l'émerveillement trouve sa place. Et je trouve que cette phrase gagne à être relue, c'est-à-dire pas seulement la nature, hein, la balade en forêt, les bains de forêt, c'est très bien chez les Japonais, mais la nature partout où elle trouve un tout petit peu de place. Quand vous avez une mauvaise herbe qui pousse à l'intérieur d'un mur, c'est l'image même de la résilience, puisque c'est pas fait pour faire pousser du vivant, eh bien c'est quelque chose de merveilleux dans l'acte de résistance que ça produit. Et vous avez des personnes qui sont capables de s'émerveiller sur une mauvaise herbe qui trouve sa place à l'intérieur d'un mur. Tout à fait. Et là, j'ai aussi on a aussi un témoignage d'un ou d'une collègue qui partage votre idée sur la poésie qui définit comme le souffle. Alors, je ne sais pas de mon âme ou de mon aimé. Et c'est pour ça que j'aime la partager, pour inspirer d'autres aussi à respirer, pour se régénérer à travers la créativité. Alors c'est très bien dit et ce qui est de tout à fait réjouissant, c'est que même dans la façon dont c'est dit, il y a quelque chose de poétique. La poésie, c'est ça, hein, c'est pas faire des vers, c'est juste dire des choses. Par exemple, parler du souffle de vie, c'est terriblement utile. Ce qui va émerveiller, et dans le livre, j'utilise toutes les sources d'émerveillement possibles. Ça peut être le ciel, ça peut être la mer. Regarder au-dessus de soi. On ne regarde pas nos ciels généralement. Euh, qu'il soit étoilé la nuit, qu'il soit ennuagé, les nuages ont quelque chose de fascinant. Prenons le temps de regarder le ciel.
pas attendre qu'il y ait du soleil, hein, en se disant ouais, le ciel est bleu, les ciels sont beaux, même les ciels tourmentés. C'est d'ailleurs tellement vrai que les ciels et la mer, ce sont deux objets prioritaires dans l'histoire de la peinture occidentale et orientale. C'est un invariant. On a toujours cherché à peindre les ciels et la mer. Et vous avez effectivement eh bien, un ciel ou une mer qui sont porteuses de nos émotions. On parlera de ciel tourmenté, on parlera de la colère du ciel, on parlera d'un ciel triste qui il pleut comme il pleure. Et donc vous aurez effectivement des substituts à vos émotions qui font que si on prend le temps de regarder le ciel et de regarder la mer, on va aussi nourrir son émerveillement. On a aussi Anne qui nous dit que votre passage à la radio ce matin l'a vraiment motivée davantage à davantage émerveiller autour de moi, autour d'elle en fait. Alors, Ouais, c'est un c'est peu très témoignage. gentil et ça me fait terriblement plaisir d'entendre ça parce que quand vous passez à la radio, à la TV, etc., vous savez jamais l'effet que ça produit et vous êtes comme parfois un peu incongru, notamment quand je passe dans un JT. Je suis récemment passé à un JT à RTL par exemple. J'entendais toutes les informations qui plombaient, qui plombaient, qui plombaient, qui plombaient. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans ce JT où je vais venir avec un regard un peu décalé? Et là, effectivement, ben, c'est important de savoir qu'on a produit cette espèce de petit décalage, a produit aussi un éclat lumineux autour de soi. Donc ça, je suis toujours très heureux d'entendre ce type de témoignage-là. Et alors on a Sandra qui nous dit je suis un des parents, dépêche-toi. Pourtant j'ai découvert, j'aime bien la suite. Pourtant j'ai découvert, même si on se lève plus tôt, on a plus de temps pour vivre le matin. À la fin, on doit quand même se dépêcher. Alors, ça c'est joliment dit parce que c'est vrai, la pression temporelle, c'est pas une question d'horloge. C'est pas l'horloge qui, on peut se lever plus tôt, on va prendre son temps et puis en dernière minute, on va quand même courir. Et donc le but du jeu, c'est quand même de faire à l'intérieur de ces espaces de liberté. Ce qui est important, c'est de se libérer de la contrainte du temps pendant un moment. Qu'après on doive courir, on peut même en sourire et en rire, c'est pas grave. Si on a pris un peu de temps pour soi, pour les autres, pour vivre des choses qui nous plaisent, même si à la fin on finit par se dépêcher, le petit moment qu'on aura passé avant, eh ben, il va nous permettre pendant la journée de survivre en se disant il y a quand même des moments chouettes, hein. C'est le principe de l'ikigai des Japonais, hein, qui disent mais il faut que je puisse faire ce qui me plaît pendant un moment déterminé dans la journée et ce moment, personne ne pourra me le voler. Ils ont un magnifique proverbe qui dit même un rendez-vous avec l'empereur ne bouscule pas mon ikigai. Ça veut dire qu'on se donne le temps. Après, on va se dépêcher. Les Japonais ont une pression temporelle encore plus intense que la nôtre, mais ils ont eu ce petit moment de liberté absolue qui fait partie de leur agenda. Donc, ils le notent sur leur agenda de telle heure à telle heure. Eh bien, je m'occupe de mes plantes, je m'occupe de lire, je me préoccupe de moi. Dans nos sociétés à nous, c'est la première chose qui tombe. Si vous aimez faire du sport, vous devez chercher vos enfants à l'école et dire tant pis, je ne fais pas de sport aujourd'hui. Ah ben demain, je vais aller chercher aussi, je ne fais pas de sport. Demain non plus, moi je ne fais plus de sport. Un Japonais ne va pas se laisser piéger comme ça. Il a mis dans son agenda les moments qui ne pourront être volés par rien au monde et ça donne une place à l'émerveillement. Vous savez, c'est surprenant hein, quand ceux qui ont déjà été dans des villes japonaises, vous avez des villes qui sont sururbanisées, je vais dire, mais vous avez toujours des espaces zen, des endroits dans lesquels la nature reprend ses pleins droits et dans lesquels, par exemple, ils ont, si vous allez dans un musée au Japon, vous ne pouvez pas parler. C'est le silence dans le musée. Si vous n'êtes pas au fait de leurs coutumes, vous allez parler, on va vous dire très poliment et très gentiment, monsieur, madame, taisez-vous, on est dans un musée. Et ça permet effectivement de recevoir les œuvres avec beaucoup plus de plaisir que quand on est dans un brouhaha continu ou dans cette espèce de mont humain qui se trouve devant la Joconde. Là, je n'ai qu'une proposition à faire à ceux qui veulent aller voir la Joconde, fouiller. Il y a des tas d'autres œuvres beaucoup plus intéressantes, pas en tant qu'œuvre, mais simplement parce que les conditions de contemplation sont mieux réunies. Je pense qu'il nous faudrait aussi des espaces zen dans notre espace de travail. Alors, c'est une très belle proposition, mais vous devez savoir que les personnes, les écologues qui travaillent dans le milieu professionnel, ils pensent de plus en plus, hein. Des espaces où on se taise, on essaie de les mettre dans les trains en place, mais aussi des espaces
On va appeler ça des incubateurs d'idées pour donner l'impression qu'on est toujours productif. Et en réalité, quand vous allez dans un incubateur d'idées, vous pensez à tout sauf à votre travail. Mais vous êtes dans des espaces où vous récupérez et où vous pouvez simplement vivre dans un endroit où vous êtes sûr que personne ne viendra vous déranger, parce que c'est le mot d'ordre, dans un espace dans lequel vous n'aurez pas de bruit, parce qu'il est interdit d'y parler, et dans lequel vous allez pouvoir récupérer. Donc cette suggestion, elle n'est pas du tout incongrue, et faites-la remonter dans votre hiérarchie, elle a une chance d'aboutir actuellement. On va le faire, on va y réfléchir. Je vais la proposer à Cristiano. Alors, on a une demande de précision d'un ou d'une collègue qui dit: «Je n'ai pas trop compris le lien entre s'émerveiller et l'auto-estime. Pouvez-vous?» Oui, c'est une belle question. Alors, l'estime de soi, c'est quelque chose qui suppose, à un moment donné, non pas que l'on vit narcissiquement en disant j'admire qui je suis. L'estime de soi, c'est simplement une appréciation par rapport à l'idée que ce que je suis en train de construire comme personne, eh bien, elle vaut la peine. Elle vaut la peine, et si effectivement je constate que le monde dans lequel je vis est un monde merveilleux et que je participe à ce monde merveilleux. C'est ça le principe de la connexion au vivant. Être connecté au vivant, c'est se dire, je fais partie de toutes les espèces vivantes. Je ne suis pas une espèce supérieure et les animaux ont une existence, je vais dire, subalterne. Non, le monde est merveilleux, il contient un ensemble d'espèces, qu'ils soient des espèces vivantes ou des espèces même, je vais dire, végétales, mais un ensemble d'éléments dont je participe. On participe à un grand tout quand on s'émerveille. Et on a le sentiment, et c'est pour ça que les enfants le vivent spontanément, ils participent à un environnement dans lequel tout existe. Ils vont apprendre progressivement à mettre des noms sur les choses, mais à l'origine, pour eux, c'est un vaste monde et ils font partie de ce monde. Et si vous trouvez que le monde est beau, vous allez trouver aussi que vous, participant à ce monde, vous participez à cette beauté, parce qu'il faut toujours se dire que le paysage n'est rien sans celui qui le regarde. C'est vous, votre regard qui donne de la valeur aux choses, hein. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais disqualifier ce regard. Si vous me dites je trouve cette œuvre merveilleuse et que je vous dis mais non, elle est nulle, eh bien je disqualifie votre regard, et ça c'est très mauvais pour l'estime de soi. Et donc pour l'estime de soi, il faut simplement pouvoir être validé dans le regard qu'on porte sur les choses, et à partir de là, comme ce regard produit de l'émerveillement, vous avez l'impression, effectivement, que vous êtes un créateur de merveilleux, et ça nourrit très très fort l'estime qu'on a de soi-même. Faites l'expérience, lisez un livre qui vous plaît énormément, dans lequel vous avez vécu cette sensation d'émerveillement, et faites un petit test d'estime de soi, parce que c'est très volatile l'estime de soi, hein, en fonction des moments de la journée, en fonction des moments de votre vie, eh bien vous allez voir que ça monte en flèche, parce qu'on a passé un bon moment d'émerveillement, pas simplement de délassement. Il y a eu des moments d'émerveillement. Chaque fois que vous faites un waouh, pour une raison ou l'autre, faites un petit test d'estime de soi juste derrière, vous allez voir que ça fait un petit coup de boost sur l'estime qu'on a de soi-même. Merci Bruno. Et encore un témoignage par rapport à votre audition de ce matin. Je vous ai, je vous ai moi aussi entendu ce matin, très tentée par votre livre, et arrivée au bureau, je reçois le lien pour votre conférence ce midi. Waouh, ça c'est l'émerveillement, ça. Alors, c'est le wow. Le wow me plaît beaucoup, effectivement. Ça veut dire mais ce qui est dit est quand même, me fait fort plaisir, parce qu'on a besoin aussi de prendre rendez-vous avec des choses qui nous ont plu. Vous avez entendu un petit passage qui vous a plu. Vous dites, tiens, il y a quelque chose derrière qui va me permettre de faire revivre ce que je viens de vivre. Et puis, il y a une conférence derrière, etc. Et donc, on a tous besoin, quand on vit des petits moments qui nous plaisent, que ce soit par rapport à quelque chose qu'on a entendu, qu'on a vu, qu'on a lu, de pouvoir se dire, attention, c'est pas un moment fini. L'être humain est quelqu'un qui fait revivre les choses en permanence, en cultivant. Et c'est le principe du mot cultiver. Cultiver, c'est percevoir quelque chose en germe et se dire, attention, ça peut encore exister, parce que je peux encore faire ça, ça, ça. Les gens qui sont je me souviens de ce grand-père qui était intervenu, qui dit, chaque fois que je trouve un centre d'intérêt, je creuse, il expliquait avec passion.
Ben voilà, il a compris ce qu'était cultiver. Cultiver, c'est d'abord creuser. C'est produire ce qu'on appelle pompeusement de l'érudition, mais l'érudition ne veut pas dire l'accumulation de connaissances classiques, simplement la volonté qu'on a de creuser, d'aller un peu plus loin. Ben, j'ai entendu quelqu'un, j'aime bien ce qu'il dit, j'aimerais bien lire ce qu'il a écrit pour voir si ça fait revivre. C'est ça creuser, c'est ça l'érudition. C'est ce qui manque très très fort sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'en scrollant, ah ben, vous ne risquez pas de creuser parce que vous évacuez, vous évacuez, vous évacuez, vous évacuez. Et là, l'estime de soi, elle pique du nez. Donc, c'est tout à fait l'inverse. Et c'est pour ça d'ailleurs que les émissions radio, de TV de qualité sont celles où on vous laisse un tout petit peu de temps pour parler. Si vous êtes dans la culture du zapping et qu'on vous dit attention, hein, il n'y aura pas beaucoup de temps, il faut parler entre deux pubs, etc. Dites-vous bien que vous allez devoir parler avec des slogans. Le slogan, ça n'a rien de merveilleux, avec des formules simplifiées de manière très courte. Il y a heureusement, en Belgique, on a énormément de chaînes de radio, de télévision dans lesquelles on donne du temps aux personnes qui veulent s'exprimer. Et c'est là qu'effectivement, de nouveau, dans la patience, dans le temps lent, c'est là qu'on produit le mieux des effets dans ce qu'on dit. Merci Bruno. Encore quelques remarques et questions. Parce que là, je vois qu'il y a des collègues, donc, ils- enfin, comment dire, ils participent et c'est très bien. Donc, Éléonore qui nous dit que sur l'effet de la lecture de livres qu'on apprécie sur son estime de soi est tellement vrai, ce que vous dites. On est comme sur un petit nuage après cela. Une collègue qui souhaiterait vous contacter pour une idée artistique, qui souhaiterait, Bien, voilà, je pourrais lui transmettre. sans problème. Voilà, donc là, je demande à la collègue d'envoyer un email à R&D et on vous met en contact avec Bruno. Alors, Michel qui nous dit comment remédier à un manque d'émerveillement parce que notre imaginaire a sublimé ce dont on nous a parlé. Alors, nourrir l'émerveillement, et c'est vrai que il faut parfois restaurer cet émerveillement quand vous êtes dans la corrosion, quand vous êtes dans l'idée que, à un moment donné, votre vision du monde, hein, on parlait du gyrus frontal tout à l'heure qui permet d'éviter, parce qu'il filtre les informations négatives, mais parfois on est, par exemple, dans un état dépressif, dans un état d'anxiété permanente, c'est très très peu compatible avec l'émerveillement. Et donc il faut gérer cette anxiété, non pas en l'éliminant, hein. Si vous allez voir le Vice-Versa 2 de Walt Disney, vous allez voir quelque chose de magnifique. La trouvaille des auteurs de Vice-Versa, c'est qu'ils ne font d'aucune émotion un ennemi. Même l'anxiété n'est pas un ennemi. L'anxiété, c'est quelque chose de positif à la base, ça vous permet d'anticiper les difficultés, sauf quand c'est invasif, quand ça pénètre dans votre corps et que vous avez une forme d'inconfort physique. Là, il faut gérer ça avec d'autres personnes qui vont vous aider à le faire. Ou lorsque c'est tellement envahissant que vous n'avez plus de moments dans lesquels vous pouvez dire mon anxiété, je la mets de côté, et les moments de sérénité deviennent pas possibles. Ça, c'est invasif ou envahissant. Là, il faut se faire aider pour remettre l'anxiété à sa juste place sans l'évacuer complètement. Merci Bruno. Et on va terminer par un message de Christina qui me fait aussi chaud au cœur. Alors, elle dit, pendant que je suivais la conférence, mon mari est rentré avec le livre de Bruno, c'est merveilleux. Alors, c'est pas, là, c'est pas la situation qui est merveilleuse, c'est le mari qui est merveilleux, hein. Et donc, il faut qu'elle prenne conscience, effectivement, qu'elle a un mari merveilleux. Et Voilà. c'est d'ailleurs le côté un peu magique, hein. On est tous facilement émerveillés. C'est pour ça que les Walt Disney peuvent nous enchanter jusque très très tard dans notre développement, parce qu'il y a cette part de magie. Un mari qui revient avec le bouquin dont on parle juste au moment où on parle, c'est plus que de la coïncidence, hein. C'est une espèce de sentiment de magie qu'on peut avoir, et c'est pas hasard, on a juste affaire à un mari qui est très attentif à ce qui fait plaisir à sa femme. Eh ben, on revient à nos fameux parmesans, c'est le plaisir d'être touchés mutuellement par les gestes des uns et des autres. Merci beaucoup Bruno, merci. On a encore d'autres commentaires, mais je pense qu'on va arrêter là. Donc aussi, on peut s'émerveiller de personnes qui nous entourent, pas seulement de paysages ou de tableaux. C'est ce que vous aviez dit au tout début de la conférence également. Et Michel qui nous dit, je pensais plus à la situation où quelqu'un qui vous parle d'un endroit en vous disant que c'est merveilleux et on l'imagine si merveilleux.
qu'en y arrivant, on se dit: «Ah, ce n'était que ça». Après, je me dis, tout dépend de notre imaginaire et comment on voit Exactement. les Et on choses. n'impose pas son merveilleux aux autres. On peut Ouais, simplement dire, moi j'ai trouvé cet endroit merveilleux parce que j'étais dans des conditions particulières. Si vous êtes, par exemple, avec la personne que vous aimez au moment, effectivement, où vous avez envie de partager des choses, ben, votre capacité de vous émerveiller va être sans doute plus stimulée que si vous y allez avec quelqu'un avec lequel vous n'avez pas du tout envie de partager un bon moment. voilà. Merci beaucoup, Bruno. Sur ces derniers mots, les collègues, je vous invite à vraiment à vous procurer le livre. Il est vraiment très, très bien. Vous allez vous émerveiller. Il y a plein de conseils et puis, aussi un peu des réflexions pratiques. Donc merci beaucoup, Bruno, Merci à vous et et on à se tout voit pour bientôt. la prochaine conférence, donc on va voir les sujets. Merci, chers collègues, un excellent week-end à vous, et prenez soin de vous et émerveillez-vous ce week-end également. Merci. À Merci, bientôt. Au revoir. au revoir, à bientôt.